Un soir, alors que la pleine lune éclaire de sa lumière Konoha, le démon renard à 9 queues Kyuubi apparaît soudainement au sein du village. Incontrôlable, il ravage tout sur son passage. Ce monstre, qui d'après les légendes s'abat sur le monde telle une catastrophe naturelle, avait en fait été libéré de l'emprise de son hôte Kushina Uzumaki, la femme du 4e Hokage, dont le sceau avait été affaibli par la naissance de son fils Naruto quelques minutes plus tôt. Un homme masqué avait réussi à passer la barrière de protection et les meilleurs hommes du 3e Hokage, censés monter la garde pendant l'accouchement. Et après avoir kidnappé Kushina et forcé le 4e Hokage à s'éloigner de sa femme pour protéger son jeune fils, l'homme masqué avait subtilisé Kyuubi et l'avait placé sous son contrôle grâce au pouvoir hypnotique de son Sharingan avant de le déchaîner au sein du village. Mais après avoir mis son enfant à l'abri et sauvé sa femme, le Hokage 4e du nom Minato Namikaze est bien décidé à mettre un terme à la folie meurtrière du démon renard. Interrompu par l'homme masqué, les deux shinobi se lancent dans un affrontement. « Es-tu Madara Uchiwa ?» demande Minato. Pour lui, seul ce shinobi de légende pouvait avoir les compétences nécessaires pour contrôler Kyuubi, tout en attaquant seul et de front le plus puissant des villages ninja. « Qui sait ?» lui répond l'homme masqué. Après un combat éclair, le Yondaime parvient à défaire l'homme masqué et à soustraire Kyuubi de son contrôle, non sans lui avoir apposé sa marque du dieu du tonnerre volant afin de s'assurer qu'il le traquerait sans relâche où qu'il aille. L'homme masqué ayant pris la fuite, il ne reste plus qu'à maîtriser Kyuubi. Mais alors que Minato s'apprête à le sceller en lui et en son fils, afin de lui léguer un pouvoir qui lui permettra de faire face à l'homme masqué et au grand changement annoncé par son maître Jiraiya, Minato est interrompu par sa femme Kushina. L'instinct maternel de cette dernière et son amour pour Minato sont trop grands pour qu'elle ne laisse une telle catastrophe se produire. Non, je vais reprendre Kyuubi en moi et mourir. Comme ça, on ne le reverra pas de sitôt. À peine le temps de réagir que Minato voit le démon renard aspiré par des chaînes dans le corps déjà affaibli de sa femme. Adieu Minato, et merci pour tout, dit Kushina dans un dernier soupir. Lorsque leur hôte perd la vie, les démons à queue comme Kyuubi ne disparaissent pas pour autant. La masse de chakras dont ils sont constitués finit inexorablement par s'agréger à nouveau, et le démon réapparaît alors dans sa forme originelle, cette fois libre de toute entrave. De plus, les hôtes des démons à queue représentent une force de frappe militaire majeure et une puissante arme de dissuasion au sein d'un village caché, au même titre que le Kage en personne. En perdant possession de son démon à queue, un village est inévitablement affaibli sur le plan militaire et s'expose à des attaques d'autres villages belliqueux. Toutes ces conséquences, Kushina en avait conscience, mais elle choisit de prendre ses risques pour préserver son enfant et lui permettre de grandir avec un père. Peu de temps après l'attaque, le village est en reconstruction et Kushina est érigée en héroïne. Les anciens de Konoha, en particulier Danzo, sont perplexes face à l'apparition soudaine de Kyuubi et se mettent à tenir le clan Uchiwa pour responsable. Face à cette nouvelle crise et pour communiquer ce qu'il sait de l'attaque, Minato organise un conseil avec les hauts dignitaires du village, parmi lesquels Hiruzen, Danzo, Omura et Koharu, mais aussi le chef du clan Uchiwa et du département de police Fugaku. Minato explique donc qu'il soupçonne l'homme à l'origine de l'attaque d'être Madara Uchiwa. D'abord perplexe d'entendre le nom de ce shinobi censé être mort il y a plusieurs générations, le conseil s'accorde pour dire que c'est une possibilité à ne pas écarter et que qui qu'il soit, sa traque doit constituer la priorité absolue. Minato sent que cet homme masqué représente un danger immense et qu'il fomente un plan à bien plus grande échelle que la seule destruction de Konoha. Il se souvient des mots prononcés par l'homme masqué pendant leur confrontation. « Pourquoi t'en prends-tu à Konoha ?» lui avait-il demandé. « Par pur caprice, je dirais, et par intérêt. Pour la guerre, mais aussi pour la paix, » lui avait répondu l'homme masqué. Sur le moment, Minato n'avait pas eu le temps de se poser davantage la question, la priorité étant de protéger le village en soustrayant Kyuubi de son emprise. Mais depuis quelques jours, ces mots de l'homme masqué le tourmentaient. Il fallait en savoir plus pour éviter une catastrophe d'échelle mondiale, il en était persuadé. La décision du conseil fut donc prise. Une escouade allait être déployée pour confronter l'homme masqué afin de le mettre hors d'état de nuire. Fugaku Uchiwa fut sommé de se joindre à l'équipe, non seulement pour sa puissance en combat, mais aussi pour ses connaissances avancées sur l'histoire de son clan, dont l'homme masqué avait vraisemblablement fait partie, mais aussi en gage de la confiance accordée par le 4e Hokage aux Uchiwa. En effet, en innocentant les Uchiwa dans l'attaque de Kyuubi, Minato parviendrait à gagner la confiance du clan et des membres de la police du village, qui nourrissaient pourtant de la rancœur envers ce dernier depuis sa nomination au poste de Hokage. En plus de s'accorder les faveurs du plus puissant membre des Uchiwa,
Minato venait d'apaiser les tensions entre le clan et le reste du village, tensions qui duraient pourtant depuis des années et qui semblaient s'être encore accentuées depuis peu. Après avoir rappelé son sensei au village, l'équipe Minato, composée de Fugaku, Hiruzen et Jiraiya, s'apprête donc à se rendre auprès de l'homme masqué via le ninjutsu d'espace-temps du Yondaime pour le confronter. Après s'être téléportés sur la position de l'homme masqué, les 4 shinobi se retrouvent dans une forêt non loin de Konoha, ce qui ne manque pas de les surprendre. En effet, l'homme masqué savait que les ninjas de Konoha allaient se mettre à sa poursuite. Il se savait marqué par Minato et les avait donc attendus ici pour les affronter en terrain neutre et ne pas révéler d'éventuelles planques. Son plan œil de lune était à peine lancé et il venait tout juste de mettre à son service Nagato, le porteur des pupilles authentiques de Madara, le Rinnegan. En effet, Nagato, qu'il avait approché environ 1 an plus tôt, avait d'abord refusé de collaborer. Mais après la mort de son meilleur ami Yahiko, fondateur de leur organisation Akatsuki dans une embuscade tendue par le dirigeant de leur village Hanzo, accompagné de membres de l'Anbu de Konoha peu avant la fin de la 3e grande guerre ninja, Nagato se tourna finalement vers lui afin de créer le monde de paix qu'il lui avait promis lors de leur première rencontre. Malgré la disparition de Kyuubi, les pions de l'homme masqué étaient tous parfaitement disposés sur l'échiquier et il ne pouvait pas se permettre de mourir ici. Conscient que s'enfuir ne ferait que retarder l'échéance, il a donc mis en place un plan. Face à l'homme masqué, les 4 shinobi de Konoha sont tous prêts à en découdre. Hiruzen, dont la femme Biwako a été tuée par ce dernier, bouillonne et lance immédiatement les hostilités avec un puissant katon. Minato avait briefé ses partenaires. L'homme masqué maîtrise une technique de ninjutsu spatio-temporel lui permettant de se dématérialiser, mais il est contraint de se rendre tangible pour attaquer. Leur but était donc de le distraire et de le forcer à attaquer l'un d'entre eux, de sorte à ce que Minato puisse le surprendre avec son Hiraishin à ce moment précis. Après s'être enfoncé dans le sol pour éviter l'attaque du 3e Hokage, l'homme masqué ressurgit aussitôt devant Fugaku pour tenter de l'aspirer avec son Kamui. Quitte à affronter ces 4-là, autant en profiter pour prendre la tête du chef du clan Uchiwa qu'il méprise. Mais à peine le temps d'activer son attaque qu'il est transpercé par un kunai sur son flanc gauche. Minato avait réussi à le surprendre à nouveau avec son Hiraishin, du moins c'est ce qu'il pensait. Blessé, l'homme masqué fait mine de vouloir s'enfuir, comme si, submergé par les 4 adversaires qu'il avait face à lui, il souhaitait préserver sa vie, mais en prenant soin d'activer son jutsu spatio-temporel le plus lentement possible, afin de se laisser attraper par la technique de la crinière du lion de Jiraiya. Pensant l'avoir immobilisé, ce dernier s'écrie « Maintenant Minato !» Le 4e Hokage se téléporte alors sur sa victime et lui enfonce son kunai dans la poitrine. Et alors que Minato s'apprête à lui retirer son masque pour vérifier qu'il s'agissait bien de Madara comme il le pensait, il découvre horrifié le visage de son ancien élève. Obito, c'était toi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans un dernier souffle, le tout jeune Uchiwa dit à son maître « Vous avez laissé Rin mourir. Après avoir été écrasé par le rocher, j'ai survécu. Mais les troupes d'Iwa m'ont kidnappé et m'ont soigné afin de m'utiliser comme monnaie d'échange avec Konoha. J'ai réussi à m'échapper, mais alors que j'allais rentrer au village, j'ai entendu Kakashi dire que Rin était morte et que vous n'étiez même pas là pour la protéger. J'ai donc attendu que le sceau de Kushina soit affaibli pour lui subtiliser Kyuubi et ainsi vous prendre à vous aussi la femme que vous aimiez. » Mortifié, Minato fond en larmes et pense être responsable de l'attaque de Kyuubi quelques jours plus tôt. Son incapacité à protéger Rin avait causé une telle colère chez son ancien élève que ce dernier avait tout mis en œuvre pour se venger. La perte d'un être cher, cela peut tout à fait avoir pour conséquence l'éveil d'un pouvoir oculaire hors du commun. Cela expliquerait en effet la capacité du jeune Obito à contrôler Kyuubi. Ce jeune homme était sans doute plus doué que nous le pensions. Quelle triste perte, déclare Fugaku en posant sa main sur l'épaule tremblante de Minato. Ce n'est pas de ta faute, Minato. Nous, les Hokage, avons beaucoup de responsabilités. On ne peut pas porter à nous seuls tous les maux de ce monde, poursuit Hiruzen. Quant à lui, Jiraiya s'approche de son élève, sans un mot. Les 4 shinobi rentrent donc à Konoha, emportant avec eux la dépouille d'Obito. Minato, après s'être concerté avec Jiraiya, décide de ne pas révéler à Kakashi qu'Obito était derrière l'attaque de Kyuubi afin de ne pas salir la mémoire de son ami. Il fut également décidé avec Fugaku que l'identité d'Obito devait être gardée secrète auprès des anciens du conseil afin de ne pas raviver les tensions avec le clan Uchiwa dont Obito était issu. Et après l'avoir pleuré, sans pour autant lui pardonner ses actes pour lesquels il se sentait responsable, Minato partit enterrer son élève avec Jiraiya dans une forêt proche du pays du feu. Mais alors qu'ils venaient de l'inhumer et qu'ils avaient pris la route pour rentrer à Konoha, le corps d'Obito reprit vie et l'œil gauche de ce dernier, que Minato et les autres pensaient dépourvu de pupilles, s'ouvrit brusquement avant de devenir blanc et de perdre sa lumière. C'était l'Izanagi.
Comme son maître Madara autrefois, dont il avait d'ailleurs récupéré le Sharingan gauche après que ce dernier soit mort, Obito avait réussi à méticuleusement tout planifier grâce à un Izanagi préprogrammé, se faisant ainsi passer pour définitivement mort. Et alors qu'il traverse sa tombe après y avoir laissé un clone, Obito aperçoit Zetsu qui l'attendait là, perché en haut d'un arbre, un demi-sourire aux lèvres. Bien joué Obito, tu es bien l'héritier de la volonté de Madara. Avec ça, nous pourrons continuer à tirer les ficelles dans l'ombre. De retour à Konoha, Minato interpelle Jiraiya. « Sensei, vous n'avez pratiquement pas décroché un mot depuis notre combat face à Obito. Est-ce que vous m'en voulez d'avoir échoué en tant que maître ?» Jiraiya savait que Minato était quelqu'un de sensible. Il avait conscience que son élève culpabilisait et pensait que les événements ayant causé la mort de Kushina n'étaient que le fruit de ses échecs. Jiraiya sentait pourtant que quelque chose clochait dans cette histoire. Il avait du mal à croire que le jeune Obito soit à l'origine d'un tel plan. Peu importe la puissance de sa pupille, l'ermite des crapauds ne pouvait s'empêcher de penser que de plus grande force était à l'œuvre dans l'ombre. Et s'il avait gardé tout ça pour lui afin de laisser Minato faire son deuil, il était temps de lui partager son inquiétude. Minato, tu ne trouves pas ça étrange qu'un gamin de 14 ans ait pu mettre au point un plan d'une telle envergure par pur désir de vengeance ? Peut-être que ta première intuition était la bonne. Et si l'attaque avait en fait bien été fomentée par Madara? Je sais que tu es dans tous tes états en ce moment. Tu as perdu ta femme et tu viens de faire une terrible découverte. Mais pour moi, Minato, tu es l'enfant de la prophétie. J'ai confiance en ton jugement. Mais je suis obligé de te dire que celui-ci est actuellement troublé par les récents événements. Si ta première intuition était que des forces maléfiques sont à l'œuvre, alors je préfère m'en tenir à cette analyse. D'autant que cela concorde parfaitement avec les visions de grands bouleversements annoncés par le grand sage des crapauds Gamamaru. Si tu es d'accord, j'aimerais reprendre la route pour enquêter et débusquer un éventuel manipulateur d'Obito. Konoha a besoin de toi. Laisse-moi porter cette responsabilité. Minato, à la fois inquiet par les dires de son maître mais heureux d'avoir une épaule aussi solide sur laquelle se reposer, finit par accepter. C'est ainsi que Jiraiya reprit la route et se lança dans une enquête sans avoir la moindre idée d'où commencer. Près de 12 ans se sont écoulés et les relations entre les villages restent tendues, mais les talents en diplomatie d'Hiruzen et de Minato, couplés à la réputation de Konoha et des puissants shinobi qui y vivent, ont permis au village d'éviter de nouveaux conflits, malgré la disparition de Kyuubi de leur arsenal militaire. Naruto Uzumaki, appelé ainsi en mémoire de sa mère, est alors à l'académie, où ses notes et son talent dans les arts ninja sont salués par ses professeurs. Minato commence à penser qu'il a bien fait de ne pas sceller Kyuubi en son fils, sans quoi il aurait été bien difficile pour le jeune Naruto de contrôler son chakra. Cela dit, Naruto n'est pas le meilleur élève de sa classe. Le jeune Sasuke Uchiwa, fils de Fugaku, chef du département de police et désormais ami proche du 4e Hokage, est bien plus doué, et une saine rivalité s'est développée entre les deux jeunes shinobi en devenir. En effet, Minato a compris la frustration des Uchiwa d'être tenus à l'écart du pouvoir central, et a fait de Fugaku un ami et conseiller avisé lorsqu'il s'agit de la gestion interne au village pour y remédier. Mieux encore, le Yondaime avait intégré à sa garde personnelle les deux shinobi les plus talentueux du clan Uchiwa, Shisui le Mirage ainsi qu'Itachi, le fils aîné de Fugaku et un prodige que Kakashi lui avait fortement recommandé après avoir travaillé avec lui au sein des forces spéciales. Itachi n'était pas très bavard, mais son amour pour Konoha était fort, et tous l'avaient remarqué. En temps voulu, il aurait sans doute l'étoffe pour devenir le Godaime Hokage. L'avenir de Konoha semblait assuré. Pendant ce temps, Obito, Zetsu et Nagato ont recruté de nombreux shinobi puissants pour capturer les démons à queue afin d'enclencher le plan Œil de Lune. Parmi eux, on retrouve notamment Orochimaru, un ancien shinobi surdoué de Konoha ayant déserté le village quelques années plus tôt, après que ses expériences humaines aient été percées à jour par son ancien sensei Hiruzen Sarutobi. Incapable de s'en prendre à son ancien élève, Hiruzen n'avait pas su arrêter Orochimaru qui avait donc rejoint l'Akatsuki. L'organisation criminelle est en marche et plusieurs démons à queue sont déjà presque entre leurs mains. Obito, bien conscient que le démon renard à 9 queues peut réapparaître d'un moment à l'autre, demande à Zetsu de quadriller le pays du feu où le chakra de Kyuubi aura le plus de chances de réapparaître. En parallèle, Jiraiya commence à avoir vent de l'existence de cette organisation, recrutant les plus puissants ninjas déserteurs. Première piste concrète depuis le début de son enquête il y a plus d'une décennie, Jiraiya décide de creuser. Très vite, le Sannin recoupe ses nouvelles informations avec celles qu'il avait récoltées sur Orochimaru et comprend que son vieil ami avait en fait rejoint les rangs de ce groupuscule. Après avoir demandé à Kakashi de le retrouver dans un petit village du pays du feu pour lui partager ses nouvelles informations afin qu'elles soient transmises à Minato, Jiraiya part à la poursuite d'Orochimaru.
En confrontant son ancien partenaire, il pourra sans doute obtenir des informations capitales à propos de l'objectif réel de l'Akatsuki. Pendant ce temps à Konoha, Naruto et Sasuke ont passé l'examen final de l'académie et sont donc désormais officiellement des shinobi. Après avoir été placés ensemble dans une équipe de 3 aux côtés d'une fille de leur promotion, Sakura Haruno, sous la tutelle de Kakashi Hatake, ces derniers enchaînent les missions de rang D. Agacé de devoir se contenter des basses besognes, Naruto demande à son père de leur donner une mission plus complexe. Amusé par l'enthousiasme de son fils, Minato accepte et leur confie pour mission d'escorter Tazuna, un charpentier du pays des vagues. Leur objectif, escorter Tazuna dans son pays et veiller au bon déroulement des travaux de construction d'un pont créé pour relier l'archipel au continent afin de faciliter le transport des marchandises. Mais Tazuna s'est bien gardé de leur dire que la mission comporte de gros risques et qu'il est en fait la cible de Gato, un mania des transports maritimes qui souhaite empêcher la construction du pont pour garder son monopole. Gato s'est entouré de puissants ninjas mercenaires afin de s'assurer que la construction du pont n'aura pas lieu. Dès leur départ du village, l'équipe Kakashi, numérotée 7, est attaquée par 2 ninjas déserteurs de Kiri, mais ces derniers sont facilement maîtrisés par Sasuke et Naruto. En effet, ce dernier s'est beaucoup entraîné avec son père pour s'assurer que sa première mission hors du village se déroulera sans accroc, et ce ne sont donc pas ces 2 loustiques qui allaient lui faire peur. Cela dit, ils ne furent pas au bout de leur surprise, et à peine arrivés au pays des vagues, l'équipe 7 est attaquée par un des 7 épéistes de la brume et ninja déserteur du village de Kiri, le démon Zabuza Momoshi. Après un combat compliqué où Kakashi se retrouve piégé dans la prison aqueuse de Zabuza, dont il sera libéré par les efforts combinés de Naruto et Sasuke, l'équipe 7 parvient à avoir le dessus. Kakashi s'apprête donc à donner le coup fatal à son adversaire, mais celui-ci est achevé par un jeune homme masqué qui se présente comme un chasseur de déserteurs de Kiri. En réalité, il s'agit de Haku, l'acolyte de Zabuza, mais l'équipe 7 est loin de savoir ce qui se trame et pense alors que Zabuza est mort pour de bon et laisse sa dépouille entre les mains du jeune homme qu'il croyait digne de confiance. Après quelques jours, le temps que Kakashi se remette de l'utilisation excessive de son Sharingan, l'équipe 7 suit un entraînement au contrôle de leur chakra en prévision d'un potentiel nouvel affrontement avec les hommes de Gato. Leur entraînement a porté ses fruits, Sakura a rapidement réussi à marcher sur les arbres à l'aide de son chakra, et Sasuke, qui avait l'habitude de s'entraîner avec son frère et son ami Shisui, l'avait suivi de près. Naruto avait mis légèrement plus de temps, mais il n'avait pas tardé à rattraper ses 2 amis en se remémorant les leçons qu'il avait reçues de son père et de Jiraiya sur le contrôle de son chakra dans sa jeunesse. Après seulement quelques jours, l'équipe 7 est de nouveau en place pour assurer la protection de Tazuna sur le pont. Un matin, comme il l'avait prévu, le pont est attaqué par Zabuza et Haku. Naruto et Sasuke, forts de leur nouvel entraînement, parviennent à tenir en respect le jeune assassin, pendant que Kakashi et Sakura protègent Tazuna des assauts de Zabuza. Pendant ce temps, la maison de Tazuna est attaquée par les hommes de main de Gato. Les 2 samouraïs kidnappent sa fille Tsunami pour la prendre en otage, et cette dernière parvient in extremis à leur faire épargner son fils Inari. Mais ce dernier, souhaitant protéger sa mère, attaque les 2 mercenaires, qui le tuent de sang-froid. Le combat entre Naruto, Sasuke et Haku se poursuit, et les 2 rivaux parviennent à lui tenir tête. Mais se sentant acculé en 2 contre 1, Haku déploie sa technique secrète des démoniaques miroirs de glace. Les 2 rivaux sont submergés par la vitesse des attaques de Haku. Naruto multiplie ses clones, une technique secrète héritée de son père, pendant que Sasuke tente de briser les miroirs avec un puissant katon, mais rien n'y fait. Conscient de la situation difficile dans laquelle se trouvent ses élèves, Kakashi décide de son côté de passer aux choses sérieuses afin d'en finir rapidement avec Zabuza. Naruto et Sasuke sont acculés. Sasuke commence à s'épuiser, même s'il parvient de mieux en mieux à suivre les mouvements de son adversaire. Mais alors qu'il s'apprête à contre-attaquer, une salve d'aiguilles est projetée dans sa direction. Il les voit clairement, mais c'est trop tard pour esquiver. Et alors qu'il se pensait condamné, Sasuke ouvre les yeux et voit Naruto percé de toutes parts. Son ami n'avait pas hésité une seconde à mettre son corps en opposition pour le protéger. Naruto, pourquoi demande Sasuke, alors que ses paupières pleines de larmes s'ouvrent, révélant une paire de Sharingan. Sasuke est plus déterminé que jamais à vaincre son adversaire, afin de venger son ami qu'il croit mort. Ses yeux parviennent de mieux en mieux à suivre les déplacements de Haku à travers ses miroirs, et son talent en Shuriken Jutsu, résultat de ses nombreux entraînements avec Itachi et Shisui, paye enfin. Il parvient à mettre Haku en réelle difficulté. Et alors que les 2 jeunes shinobi se rendent coup pour coup, pendant que Zabuza et Kakashi s'affrontent, les 2 hommes de Gato arrivent sur le pont avec leur otage. C'est terminé Tazuna, on retient ta fille, mets fin aux travaux ou on la tuera, comme on a tué ton petit-fils, s'écria alors l'un d'eux. Tout le monde est choqué. Inari est mort demande Tazuna d'une voix chancelante.
Le charpentier s'effondre au sol inconscient tant le choc de la nouvelle est violent. Les membres de l'équipe 7 enragent et s'en veulent de n'avoir rien vu venir. Mais parmi toutes les personnes présentes sur le pont, il en est une que cette méthode dégoûte tout particulièrement, c'est Haku. Le jeune garçon avait déjà du mal avec le mode opératoire de Gato, mais tuer un enfant innocent, même pas Shinobi qui plus est, c'en est trop pour lui. La nature profondément gentille de Haku reprend immédiatement le dessus sur l'adrénaline de son combat contre Sasuke, et il s'élance en direction des deux samouraïs, leur subtilisant leur katana pour leur trancher la tête. Désolé Zabuza, mais je ne peux pas accepter ça. Kakashi, bien conscient que la situation est en train de tourner à leur avantage malgré la terrible nouvelle, profite de ce moment d'inattention pour transpercer la poitrine de Zabuza avec son Raikiri. Haku, dévasté de ne pas avoir pu protéger son maître, demande à Sasuke de le tuer, comme pour le punir de son échec. J'ai perdu ma raison de vivre, je n'ai pas su protéger Zabuza. Tue-moi, je t'en prie, et venge ton ami. D'abord hésitant, Sasuke décide de respecter la volonté de Haku et ainsi venger Naruto. Saisissant son kunai, le jeune Uchiwa transperce la poitrine de Haku. Les deux assassins de Kiri sont vaincus et les hommes de Gato arrivent sur le pont avec leur chef pour terminer le travail. Fous de rage, Kakashi et Sasuke se précipitent sur les mercenaires et les mettent KO un à un sans difficulté. Et alors qu'ils s'apprêtaient à ligoter Gato afin qu'il soit jugé, la poitrine de ce dernier est transpercée par un kunai. C'était Tazuna. Après avoir repris connaissance, il avait ramassé une arme pour venger son petit-fils. Le combat était définitivement terminé. Et alors que l'équipe 7 s'approche de Naruto, le pensant mort, ce dernier ouvre brusquement les yeux. Ce garçon, il a évité les points vitaux. Il n'a jamais eu l'intention de nous tuer, déclare Naruto alors que ses amis versent des larmes de joie de le voir en vie. Après avoir enterré Haku et Inari, Sasuke et Naruto se jurèrent qu'ils deviendront plus puissants pour ne plus jamais échouer à protéger les innocents et pour ne plus jamais perdre en combat. De retour à Konoha, Minato est choqué d'apprendre que son fils a frôlé la mort. Il n'est pas question pour lui de perdre son enfant. Dorénavant, il supervisera personnellement son entraînement pour qu'une situation comme celle-ci n'ait jamais à se reproduire. Après quelques semaines, il est temps d'organiser l'examen biannuel des Chunin et Kakashi décide d'y présenter son équipe avec l'accord de Minato. Naruto, Sasuke et Sakura passent l'épreuve écrite sans accroc, même si Naruto rend copie blanche. L'épreuve suivante aura lieu dans la forêt de la mort. L'équipe 7 est d'entrée prise d'assaut par un genin du village de la pluie. Sasuke le maîtrise sans problème et Naruto, qui rejoignait ses coéquipiers, intercepte le fuyard blessé par Sasuke, qu'il maîtrise facilement avec ses clones d'ombre. Le shinobi Dame est donc fait prisonnier et l'équipe 7 décide d'attendre l'arrivée du reste de son équipe pour échanger leurs partenaires contre leurs parchemins. Même s'ils n'ont pas le rouleau du ciel dont ils ont besoin pour réussir l'épreuve, deux parchemins de la terre pourraient s'avérer très utiles pour le reste de l'examen. À la nuit tombée, les équipiers du ninja Dame nommé Oboro décident d'attaquer le campement de l'équipe 7. Ils s'en prennent donc à Naruto, Sasuke et Sakura et parviennent à libérer Oboro. Mais alors qu'ils croyaient avoir le dessus, les Sasuke et Sakura qu'ils pensaient avoir blessés se révèlent être des clones transformés de Naruto. Sasuke et Sakura les attaquent donc par derrière et récupèrent leur parchemin. Par chance, il s'agit bien du parchemin du ciel. Il ne reste plus qu'à se rendre au bâtiment central pour terminer l'épreuve. Après plus d'un jour de trajet, ils y arrivent enfin, mais ils sont loin d'être les premiers. L'équipe de genin de Suna venait de pulvériser le record en finissant l'épreuve en 97 minutes. C'est 3 heures de moins que la performance de mon frère, s'amuse Sasuke. Voilà enfin des adversaires à notre taille. Les équipes qualifiées sont donc les suivantes. L'équipe Gaara, l'équipe 7, l'équipe Gai, l'équipe 10 et l'équipe 8. 15 participants sont donc retenus pour la dernière épreuve. De fait, des matchs préliminaires doivent avoir lieu afin de réduire à un nombre cohérent le nombre de participants pour l'épreuve du tournoi final. Ainsi, le seul participant à ne pas être tiré au sort pour les combats éliminatoires sera d'office qualifié pour l'épreuve finale. J'espère que ce sera moi, pense Tenten. Pas de chance, le premier combat désigne justement Tenten pour affronter Temari. Et malheureusement pour elle, l'élève de Gai ne fait pas le poids et est immédiatement envoyé au tapis par la Kunoichi à l'éventail. Le deuxième combat oppose Sasuke Uchiwa à Shino à Burame. Dès le début du combat, Sasuke déploie ses Sharingan. Et alors que Shino éparpille ses insectes partout dans l'arène, Sasuke le prend immédiatement de vitesse et l'envoie dans les airs d'un puissant coup de pied dans le menton, avant de se placer dans son dos pour réaliser un enchaînement avant d'écraser son adversaire d'un ultime coup de pied retourné. Il avait emprunté une partie des mouvements de Rock Lee qu'il avait défié en duel avant le début de l'examen écrit afin de mettre à l'épreuve la puissance du genin le plus talentueux de sa promotion. Résultat, victoire facile de Sasuke.
Le combat suivant oppose Shikamaru Nara à Kankuro, le marionnettiste de Suna. Shikamaru attaque d'emblée avec sa manipulation des ombres et s'apprête à porter le coup fatal à son adversaire, mais c'est alors que ce qu'il pensait être Kankuro se transforme en une marionnette. Ce dernier avait en fait interverti sa place avec son pantin. En réalisant s'être fait duper, Shikamaru abandonne immédiatement. Quelle galère, il a été plus malin que moi sur ce coup, déclare-t-il d'un air détendu. Dans le 4e combat préliminaire, Sakura fait face à sa rivale Ino Yamanaka. Les deux kunoichi se rendent coup pour coup, mais après une lutte acharnée, Ino et Sakura se mettent mutuellement KO, aboutissant à un match nul. Avec le 5e match, vient enfin le tour de Naruto. Face à lui, un ancien camarade de classe, Kiba Inuzuka. Dans un premier temps, ce dernier surprend Naruto par sa vitesse et parvient à lui infliger des dégâts, mais Naruto ne se décourage pas pour autant. Sasuke et lui se sont promis de s'affronter lors de l'épreuve finale, et il ne peut pas se permettre de perdre ici. Après avoir ingénieusement semé la confusion entre Kiba et son chien ninja Akamaru, Naruto déploie ses clones et met KO son adversaire avec sa technique Naruto Fury, allègrement copiée de Sasuke. Naruto est qualifié. Pour le prochain round, Neji et Hinata, tous deux membres du clan Hyuga, s'affrontent. Très vite, le combat tourne au règlement de compte et Neji profite de l'examen pour faire souffrir l'héritière de la branche principale. Mais Hinata ne se laisse pas faire. Elle est cependant submergée par la puissance de son cousin et commence à encaisser de lourds dégâts. En voyant un tel déferlement de haine, Naruto est hors de lui. Mais Hinata continue de se relever pour rendre fier Naruto qu'elle admire tant. Malheureusement, elle est déjà trop amochée et les Jonin Sensei décident de mettre un terme au combat. Neji est donc qualifié pour l'ultime épreuve, mais Naruto, encore enragé de la scène à laquelle il vient d'assister, lui promet qu'il le vaincra lors du tournoi final afin de venger Hinata. Le dernier combat opposera Rock Lee à Gaara du désert. Par conséquent, Shoji Akimichi est qualifié directement pour la finale. Lee se lance directement à l'assaut de son adversaire, mais aucune de ses attaques ne parvient à l'atteindre. Le sable de Gaara le protège automatiquement de toutes les attaques de Lee. Afin de gagner en vitesse, ce dernier décide de retirer les poids qu'il porte aux chevilles. Résultat, Lee parvient à passer outre la défense automatique de Gaara pour lui porter un, puis deux coups directs. Malheureusement pour lui, la défense de Gaara est parfaite. En plus de son sable automatique, ce dernier dispose d'une puissante armure de sable recouvrant tout son corps et rendant les coups de Lee inefficaces. Afin de renforcer ses attaques, Lee ouvre la 3e puis la 4e porte, ce qui lui permet de submerger Gaara par sa vitesse. Dans un ultime effort, Lee ouvre la 5e porte afin de lancer sa technique ultime, la fleur de lotus verso. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant pour venir à bout de la défense de Gaara, qui résiste à l'attaque de Lee avant de lui briser un bras puis une jambe, le blessant très gravement. Et alors qu'il s'apprêtait à l'achever, Gaara est interrompu par Guy venu protéger son élève. Après ce dernier combat d'anthologie, nous avons donc 7 finalistes pour l'examen final. Afin d'aboutir à un nombre pair pour la dernière épreuve, les organisateurs se concertent. Parmi eux, Hiruzen, qui assistait aux sélections en lieu et place de Minato, occupé à gérer les préparatifs du tournoi et du comité d'accueil des seigneurs féodaux et des Kage concernés par l'événement, suggère de repêcher Shikamaru. En effet, les autres combats étaient soit trop serrés, soit trop largement remportés, et le Sandaime avait décelé un fort potentiel chez le jeune Nara, malgré son manque évident de motivation. Un tirage au sort s'ensuit donc, afin de définir les quarts de finale de la 3e épreuve. Le premier combat opposera Naruto à Neji, le deuxième Sasuke à Gaara, le troisième Kankuro à Choji, et enfin, le dernier Temari à Shikamaru. Les qualifiés se retrouveront donc dans un mois pour l'épreuve finale. Le mois qui suit est consacré à la préparation du tournoi. Hiruzen accepte gentiment de s'occuper du gros des préparatifs et de gérer les affaires courantes afin que Minato puisse se concentrer sur l'entraînement de son fils. De son côté, Sasuke continue de s'entraîner avec Shisui et son frère quand ils en ont le temps, mais malheureusement pour lui, les occasions se font trop rares, Shisui et Itachi étant constamment sollicités pour des missions de rang S. Vous serez au moins là pour l'épreuve finale, j'espère, demande Sasuke d'un air triste. Bien sûr qu'on y sera, et notre père sera là aussi. On a tous hâte de voir tes progrès, lui répond Itachi le sourire aux lèvres, tout en lui faisant une pichenette sur le front. Kakashi, qui savait que Shisui et Itachi étaient très occupés, décide de prendre sa responsabilité de sensei à bras le corps et propose à Sasuke de suivre un entraînement qu'il avait concocté tout spécialement pour lui. En parallèle, Naruto commence l'entraînement avec Minato. « Papa, mon premier match sera contre Neji, je dois absolument gagner. J'ai promis à Sasuke de l'affronter au tournoi. Et puis... ce type, il est vraiment odieux. Il pense que le talent définit la capacité d'une personne à devenir ninja. Moi, je ne suis pas aussi doué que toi, mais tu m'as toujours dit que j'avais le caractère de ma mère et qu'elle n'abandonnait jamais. Alors moi non plus, je n'abandonnerai pas. Je vaincrai Neji, j'affronterai Sasuke et je deviendrai Hokage, comme toi, tu verras, dit Naruto à son père qui l'écoutait un grand sourire aux lèvres. Tu as raison Naruto, mais tu es sans doute plus doué que tu sembles le penser. Tu t'es montré très courageux au pays des vagues, et tu as réussi à te qualifier pour l'épreuve finale de l'examen pour ta première année en tant que genin. Kakashi et moi avons discuté
discuter. J'ai décidé de t'apprendre une technique de rang A. D'ailleurs, je vais en profiter pour moi aussi parfaire ce jutsu. Mon rôle en tant que Hokage m'a pris tout mon temps ces dernières années, mais j'ai créé cette technique dans un but précis et j'aimerais te la transmettre. Tout juste avait-il fini sa phrase, Minato fit apparaître un Rasengan dans sa main droite. Il allait enseigner sa technique signature à son fils et profiter de ce mois d'entraînement pour tenter d'ajouter une nature de chakra à son propre jutsu. Ainsi, Naruto commence l'entraînement des ballons, consistant à insuffler une forme de rotation à son chakra, puis d'en augmenter la densité, avant de la compresser pour former un Rasengan digne de ce nom. Naruto mit plusieurs jours avant de parvenir à faire exploser le ballon d'eau, puis après avoir échoué à de nombreuses reprises à faire exploser le ballon en caoutchouc, il finit par avoir une idée. Puisqu'il avait du mal à réaliser les différentes étapes pour créer son Rasengan, pourquoi ne pas avoir recours à un clone afin de répartir les différentes tâches ? Impressionné par l'ingéniosité de son fils et par sa capacité d'adaptation, Minato comprend que son enfant de 12 ans venait peut-être de mettre fin à l'impasse dans laquelle il se trouvait depuis des années pour améliorer son propre Rasengan. De son côté, Sasuke s'entraîne au Chidori avec Kakashi. Si tu veux briser la défense de ce Gaara, tu devras être aussi rapide que Lee, mais tu devras aussi déployer bien plus de puissance. Le Chidori est parfait pour un utilisateur du Sharingan comme toi. Une chance que tu aies une affinité avec le Raiden, explique Kakashi. Un mois s'est donc écoulé depuis la fin de la seconde épreuve. Des centaines de villageois s'amassent dans l'arène qui accueille le tournoi. Le 4e Kazekage Rasa a été accueilli par Hiruzen et Minato, et malgré son caractère froid, ce dernier est forcé de reconnaître que l'organisation du tournoi a été gérée d'une main de maître par Konoha. De leur côté, Shisui et Itachi se tiennent derrière Minato et Hiruzen qui surplombent une arène bondée. Fugaku et Mikoto prennent place dans les gradins, tandis que le tournoi est sur le point de commencer. Naruto Uzumaki contre Neji Hyuga, que la première rencontre commence. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle uchronie les potes, j'espère vraiment que ça vous a plu. Vous l'avez remarqué, mais j'ai couvert ici qu'une partie du manga, car changer un élément du scénario aussitôt dans la chronologie originale impacte forcément toute l'histoire. Du coup, j'ai décidé de m'arrêter là, sans quoi la vidéo aurait été bien trop longue et indigeste, mais je vous envoie la deuxième partie très rapidement si vous êtes chaud, et croyez-moi, c'est que le début, cette histoire a vraiment du potentiel. Dans tous les cas, si vous avez kiffé, je vous invite à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne pas rater la suite. Pensez également à me suivre sur Twitter et à rejoindre mon Discord, les liens sont comme toujours en description. Sur ce les potes, il me reste plus qu'à vous souhaiter une super journée ou soirée et à vous dire à plus sur Contre-Culture. Peace.